En l'automne de 1798, dans une région frontalière perdue entre la Virginie occidentale et les contreforts des Appalaches, 17 voyageurs disparurent sur une portion de 30 km d'un chemin qu'on appelait alors la route sauvage. Ils semblaient s'être volatilisés, ne laissant derrière eux que des chevaux errants et des chariots abandonnés, des effets personnels dispersés au vent, comme si la terre elle-même les avait engloutis. Ce qui rendait ces disparitions véritablement terrifiantes n'était pas seulement leur nombre, mais le silence calculé des autorités locales. Les registres de l'enquête furent détruits, les témoignages effacés, et pendant près de 2 siècles, la vérité resta ensevelie sous les pierres d'un vieux tribunal comté, jusqu'à ce qu'un archiviste, en 1987, redécouvre par hasard des documents poussiéreux relatant la plus vaste entreprise de meurtre organisée du monde pionnier américain. Ces dossiers décrivaient une famille, les Hardin, qui, sous le masque d'une piété irréprochable, avaient transformé leur ferme en sanctuaire du mal absolu. Le patriarche, Ézéchiel Hardin, prêchait avec la ferveur d'un prophète. Sa voix, profonde et vibrante, emplissait les petites églises de bois, où il parlait de rédemption et de damnation, mêlant l'autorité de l'écriture à la brutalité du fanatisme. Sa femme, Tempérance, une femme frêle, à la chevelure prématurément grise, était connue pour ses dons de guérisseuse. Elle soignait les enfants, accouchait les femmes, sauvait les blessés. Autour d'eux, 3 enfants, Caleb, Josia et Merci, modèles de vertu et d'obéissance, entretenaient la réputation de la famille, des fermiers exemplaires, travailleurs, hospitaliers. Pourtant, au-delà de leurs prières et de leurs sourires, se cachait une mécanique de mort d'une précision terrifiante. La ferme Hardin, bâtie sur 400 acres de terre fertile, bordée d'un ruisseau nommé Beaver Creek, se dressait comme un havre de paix pour les voyageurs fatigués. Ceux qui y passaient y trouvaient feu, pain et lit chaud. Beaucoup ne repartaient jamais. On racontait qu'Ézéchiel offrait refuge aux âmes errantes, qu'il priait avec elles avant leur départ, leur offrant parfois une fiole d'élixir préparée par sa femme pour calmer la fatigue. Personne ne savait que cette potion contenait un mélange d'herbes soporifiques assez puissant pour plonger un homme dans un sommeil profond dont il ne se réveillerait que pour affronter l'enfer. Le premier à disparaître fut Samuel Fletcher, marchand réputé pour sa ponctualité et sa prudence. Lorsqu'il ne parvint pas à Lexington comme prévu, son associé entreprit des recherches. Le cheval de Fletcher fut retrouvé paisible, broutant près d'un bosquet, sa bride accrochée à une branche, un geste humain méthodique. Les sacoches étaient intactes, l'argent présent, les marchandises en ordre. Tout sauf l'homme. Les traces de pas menaient vers la propriété des Hardin, puis s'arrêtèrent net à la clôture, comme si le monde s'arrêtait là. Le constable Jacob Winters, ancien sergent de l'armée continentale, prit l'affaire à cœur. Il connaissait Ézéchiel, l'avait entendu prêcher. Un homme si pieux, si généreux, ne pouvait être un assassin, pensait-on. Mais l'instinct du soldat lui murmurait autre chose. Lorsqu'il visita la ferme, il fut frappé par un détail. Un nouveau fumoir de pierre, immense, aux murs si épais qu'il semblait conçu pour supporter des cris. Et ce cellier, récemment agrandi, dont l'entrée béante pouvait avaler une charrette entière. Ézéchiel expliqua, avec un sourire tranquille, qu'il préparait une grande saison de conserve. Sa femme, tremblante, servait le café. Merci, la fille, évita le regard de l'officier. Winters repartit, troublé, sans preuve tangible. Puis les disparitions se multiplièrent. Un médecin en route vers Louisville, une famille entière perdue dans la neige, un prêcheur transportant des dons pour une église. Tous avaient été vus pour la dernière fois près de la ferme Hardin. Toujours les mêmes signes. Chevaux relâchés, objets éparpillés, pistes qui s'effaçaient. Le village de Millfield, qui vénérait jadis les Hardin comme des modèles de vertu, commença à murmurer. On évitait de passer par leur route après la tombée de jour. Puis, un enfant, Timothy Voran, raconta qu'il entendait des cris la nuit, venant de la direction du ruisseau. Pas des cris d'animaux, des supplications humaines, parfois accompagnées de bruits de marteau, de chaînes, de prières psalmodiées. Les parents du garçon rirent de ces histoires. Mais Winters nota les dates. Elles coïncidaient, à la journée près, avec chaque disparition. Petit à petit, les voisins commencèrent à avouer leurs propres observations. Des lanternes allumées jusqu'au l'aube, des bruits de terre qu'on remue, des silhouettes transportant des charges dans l'obscurité. Et ces ossements, trouvés par un fermier suédois à la limite du domaine, polis, sciés, nettoyés comme dans un atelier de dissection.
certains trop petits pour être ceux d'animaux. Quand Winters interrogea Ézéchiel, à nouveau, le patriarche parla de bétail malade, de carcasses brûlées, de charité mal comprise. Il souriait toujours, mais ses yeux, d'un bleu froid, semblaient sonder l'âme de son interlocuteur. Alors que l'hiver de 1799 s'installait, le village vivait dans la peur. Les gens priaient plus fort, évitaient les routes allouées, et la famille Hardin continuait de prêcher, d'accueillir, de soigner. La perfection de leur vertu devint leur camouflage. Puis, un colporteur nommé Isaac Brewster arriva de l'Est portant des histoires venant du Tennessee. Une autre ferme, une autre famille, même profil, même disparition, même prêcheur aux yeux aciers. Là-bas, ils s'appelaient les Harper. Et un jour de printemps 1791, ils s'étaient volatilisés juste avant qu'on découvre dans les bois environnants des fosses peu chaleuses, pleines de restes humains. Le sang de Winters se glaça, car les Harper de Tennessee et les Hardin de Kentucky étaient, sans le moindre doute, les mêmes. Lorsque le colporteur Isaac Brewster prononça le nom Harper, le visage du constable Winters se figea comme sculpté dans la pierre. L'homme décrivait avec précision une famille identique aux Hardin. Un père prêcheur, une mère guérisseuse, 3 enfants pieux et discrets, installés autrefois dans la vallée du Holston, au Tennessee. 15 voyageurs avaient disparu là-bas entre 1789 et 1791, toujours après avoir cherché refuge dans une ferme prospère qui offrait le gîte au nom de la charité chrétienne. Lorsque la rumeur s'était fait trop pressante, les Harper avaient quitté la région du jour au lendemain, laissant derrière eux un domaine vidé, des puits bouchés, des cendres encore tièdes. Et plus tard, des ossements. Cette révélation fut pour Winters la clé qui transformait ses soupçons en certitude. Il savait désormais que la ferme Hardin n'était pas seulement une maison de prière, c'était une fabrique de morts. Mais, dans l'Amérique de 1799, la justice n'avait pas de moyens modernes. Pas de laboratoire, pas d'experts, pas de police centrale. Pour arrêter une famille respectée, il fallait des preuves, du courage et surtout des hommes prêts à risquer leur vie. Winters se mit à interroger les voisins en secret. Il leur parlait la nuit, dans les granges ou au bord du ruisseau, leur promettant silence. Peu à peu, des fragments d'aveux dessinaient une image effroyable. La ferme des Hardin semblait vivre au rythme de disparitions régulières. Tous les 15 jours environ, un feu étrange brûlait dans la cour. Des chariots entiers entraient dans la grange et n'en ressortaient jamais. Certains villageois, ayant vu trop de choses, se taisaient de peur. Les Hardin étaient puissants, charitables, reliés à l'Église. Les accusés revenaient à accuser Dieu lui-même. Ce fut Mercy Hardin, la fille cadette, qui brisa le silence. Dans la nuit du 22 mai 1799, elle se présenta à la porte de Winters, tremblante, couverte de boue, les yeux fous. Elle s'agenouilla devant lui et prononça ces mots. « Sauvez-les, ils vont mourir demain. » Le constable, d'abord incrédule, l'écouta 3 heures durant. Ce qu'elle raconta fit vaciller sa foi en l'humanité. Son père, expliqua-t-elle, croisait sincèrement être un instrument du Seigneur. Depuis des années, il prêchait qu'il fallait purifier la frontière des âmes corrompues. Les voyageurs riches étaient coupables d'avarice, les savants de vanité, les femmes d'orgueil, les prédicateurs d'hypocrisie. Pour Ézéchiel, chaque étranger qui passait représentait un test envoyé par Dieu. Et s'il échouait à la vertu, selon les critères du patriarche, il devait être jugé. Le jugement avait lieu sous terre, dans un dédale creusé par les fils Hardin au fil des ans, une cathédrale de pierre humide où les condamnés étaient attachés à des piliers taillés dans le calcaire. Là, Ézéchiel siégeait derrière une table de pierre, une Bible ouverte devant lui, et prononçait la sentence. Pendaison, noyade, ou ce qu'il appelait la purification par le feu. Mercy décrivit les cris, les prières, les chants religieux scandés par sa mère, persuadée qu'elle aidait les âmes à se libérer de la chair. Elle parla aussi du registre qu'on l'avait forcé à tenir, un livre de comptes notant le nom, la profession, les possessions et les dernières paroles de chaque victime. 67 entrées, écrites d'une main tremblante. Mais il y avait pire. 3 personnes étaient encore vivantes, enfermées dans les caves. Un arpenteur nommé William Patterson, une jeune femme appelée Rebecca Foster et un vieil évangéliste, Luther Grimby. Leur procès divin devait avoir lieu à l'aube. Winters sut alors qu'il ne restait que quelques heures. Il rassembla 4 hommes.
le Suédois Henrik Johansson, chasseur aguerri, Isaac Brewster, le colporteur témoin, Benjamin Stokes, ancien chasseur de primes, et Daniel Crawford, vétéran des guerres indiennes. 5 contre une famille entière retranchée dans une forteresse souterraine. Mercy leur indiqua le plan du domaine, 2 entrées, l'une par le cellier, l'autre dissimulée dans la forêt. Le plan était simple, attaquer à 2 heures du matin, libérer les captifs et, si nécessaire, tuer les Hardin. La pluie tombait fine, une brume lourde s'élevait des champs. Le groupe avançait sans bruit, longeant le ruisseau. À mesure qu'ils approchaient, un grondement sourd se fait entendre sous leurs pieds. Des voix, des coups de métal, un chant grave presque liturgique. Winter sentit son estomac se tordre. Lorsqu'ils atteignirent la grange, ils virent la lumière filtrer des frisures du sol. Le selvis s'ouvrait comme la gueule d'une bête. L'air qui en s'échappait empestait le sang et la chaux. Ils descendirent. Ce qu'ils virent au fond de ce labyrinthe dépassait toute horreur imaginable. Les murs étaient couverts de croix tracées avec du sang séché, des versets bibliques gravés dans la pierre. Sur des étagères, des objets personnels, montres, bagues, mèches de cheveux, carnets de voyage. Le sol était jonché d'ossements humains mêlés à ceux d'animaux. Dans une salle plus vaste, William Patterson gisait enchaîné, encore vivant, le visage émacié, les yeux exorbités. Rebecca Foster pleurait dans l'obscurité, sa peau marquée de brûlures. Le vieil évangéliste, Luther Grimby, respirait à peine. Puis, derrière eux, une voix résonna. « Vous êtes entrés dans le tribunal du Seigneur !» Ézéchiel Hardin se tenait là, torche à la main, drapé d'une chemise blanche tachée de sang, ses fils à ses côtés. « Ceux qui jugent seront jugés !» cria-t-il avant de tirer. La détonation fit trembler les parois. S'ensuivit un combat féroce, confus, dans la pénombre. Les coups de feu ricochaient sur la pierre. Johnson reçut une balle dans le bras, Booster trancha la gorge de Josiah d'un coup de couteau. Temperon surgit d'un tunnel secondaire, tenant une lampe à huile qu'elle lança contre un mur. Les flammes se propagèrent instantanément, léchant les poutres, embrasant les cadavres. Le chaos absolu. Winters tira sur Ézéchiel, mais le patriarche semblait insensible, avançant encore, psalmodant des versets, jusqu'à ce qu'une balle de Stokes lui explose la poitrine. Caleb hurla et tenta de s'enfuir vers le tunnel secondaire, mais Crawford le rattrapa et l'abattit d'une balle dans la nuque. La fumée envahit les galeries. Mercy, tremblante, guidait Winter jusqu'aux captifs. Ils les libérèrent et remontèrent à la surface tandis que la maison s'embrasait. Le feu consuma tout. Les murs, les archives, les preuves et les morts. Lorsque le jour se leva, l'affaire Mardy n'était plus qu'un tas de cendres fumantes. Sous les débrons, les sauveteurs découvrirent un escalier qui menait encore plus bas, une crypte naturelle où reposaient des dizaines de squelettes. Des hommes, des femmes, des enfants. L'odeur était insupportable. On mit 3 jours à extraire tous les restes. Les registres de Mercy, miraculeusement épargnés par le feu, confirmèrent l'ampleur du carnage. 67 victimes connues, probablement plus de 150 en réalité. Le procès commença en juin 1799 à Lexington. Le tribunal plein à craquer voyait défiler les témoins, les restes, les objets. Ézéchiel, avant de mourir de sa blessure, avait eu le temps de prêcher encore. « Vous croyez me condamner, mais c'est vous que Dieu jugera. » Temperance, capturée vivante, affirma qu'elle n'avait fait que obéir. Ses yeux étaient vides, comme ceux d'un cadavre. Mercy, elle, témoigna longuement, racontant les années de cauchemar, la folie religieuse, les rituels de son père, les supplices infligés aux voyageurs. Le 15 août 1799, devant plus de 4000 spectateurs, les Hardin survivants furent pendus sur la place publique. La foule resta silencieuse, aucun cri, aucun applaudissement. Seulement le craquement des cordes et le vent qui portait l'odeur de la justice. Le terrain de la ferme fut déclaré maudit, les galeries furent murées à la poudre. On pensa que l'histoire s'arrêterait là, mais les années passèrent, et dans d'autres États, la Virginie, la Géorgie, même la Louisiane, on commença à raconter d'autres histoires. Des fermes prospères, des familles pieuses, des voyageurs qui disparaissaient, et partout le même signe gravé sur la pierre, une croix inversée entourée des lettres H et P, Harper, Hardin. Personne ne sut jamais combien ils étaient, ni si d'autres lignages s'étaient répandus à travers le monde poursuivant leur mission de purification. Certains historiens français diront plus tard que des rumeurs semblables avaient circulé dans les colonies de Saint-Domingue et de Canada, où des missionnaires isolés auraient disparu sans laisser de traces. Était-ce simple coïncidence ou les échos d'Amal qui ne connaissaient ni Brontière ni nation? L'Europe de la fin du XVIIIe siècle, elle aussi, connaissait ses propres fanatiques, et certains dossiers oubliés dans les archives de Paris, de Marseille ou de Genève racontaient des crimes étrangement semblables. Des familles dévotes,
des chambres secrètes, des jugements divins. Comme si, sous les prières du vieux monde comme du nouveau, battait le même cœur de ténèbres. Lorsque la potence de Lexington se referma sur la lignée des Hardin, beaucoup crurent que le mal avait été éradiqué. Le sol fut béni, les cavernes dynamitées, et les habitants jurèrent de ne plus prononcer ce nom. Pourtant, au-delà de l'Atlantique, des rumeurs circulaient déjà, portées par les marins et les missionnaires. Des lettres codées, trouvées dans les bagages d'un certain Ézéchiel, mentionnaient des frères de la foi, établis en Europe, des disciples chargés de poursuivre l'œuvre sacrée de purification. À Paris, en 1801, un abbé du nom de Clément Duvernier reçut un paquet anonyme contenant un petit volume relié de cuir brun, le Livre du Jugement. Les pages, écrites d'une main féminine, décrivaient avec minutie des procès improvisés, où les coupables étaient condamnés au nom de Dieu. L'abbé, croyant à une mystification, remit l'ouvrage à la police du consulat, qui l'oublia dans les archives. Ce n'est qu'un siècle plus tard qu'un historien comprit que ce manuscrit était l'un des carnets de Mercy Hardin, échappé des États-Unis par un navire marchand. Comment un tel document avait traversé l'océan, nul ne le sut jamais. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'à la même époque, dans les montagnes du Piémont, une communauté protestante se mit à appliquer des lois divines contre les voyageurs impies. Les descriptions des exécutions, consignées dans les rapports du préfet de Turin, reprenaient mot pour mot les méthodes des Hardin. Drogues soporifiques, caves, jugements, prières. L'un des accusés portait un pendentif gravé des lettres H et P. Interrogé sous la torture, il affirmait appartenir à la « Fraternité de la Lumière », fondée par un certain père Zacharia, réfugié venu d'Amérique en 1791. Le nom fit frissonner les érudits. Zacharia Harper, le premier alias connu d'Ézéchiel Hardin. Était-ce possible qu'il ait eu des disciples avant sa fuite? La traque de ce culte devint l'affaire d'un jeune enquêteur français, Étienne Vaillant, envoyé par le ministère de l'Intérieur pour démanteler les résidus de sectes millénaristes dans les Alpes. Vaillant découvrit, au fond d'un vallon isolé, un couvent ruiné où vivaient 18 personnes menées par une femme aux cheveux argent, se présentant comme Mère Tempérance. Elle prêchait la guérison par le sacrifice, mélangeant médecine, religion et superstition. Dans la crypte, l'enquêteur trouva 3 corps suspendus à des crochets, soigneusement écorchés. Les disciples furent arrêtés, la mère disparut dans la montagne. Le rapport de Vaillant conclut « Ce culte est de la même essence que celui découvert au Kentucky ». Mais Napoléon entamait alors sa campagne d'Italie et l'affaire fut classée, reléguée au rang de superstition paysanne. Pourtant, des traces de cette confrérie réapparirent au fil du siècle, se métamorphosant au gré des continents. En 1814, un marchand français installé à la Nouvelle-Orléans rapporta à la gendarmerie des rumeurs terrifiantes. Des planteurs créoles auraient engagé une société secrète pour punir les esclaves rebelles selon les « lois du jugement ». Dans une cabane près du bayou Saint-John, on retrouva un autel, une Bible américaine datée de 1794 et un chandelier orné du mot « Merci ». En 1823, à Port-au-Prince, un moine capucin consigna dans son journal la visite d'une femme blanche venue du Nord, offrant ses services de guérisseuse et prêchant un « étrange évangile du feu ». Elle parlait d'un Dieu exigeant le sang pour laver le péché. On perdit sa trace après un soulèvement. En Écosse, en 1842, les registres paroissiaux de Dumfries mentionnent l'arrivée d'un couple américain, Ézéchiel et Tempérance Hardin Harper. Les autorités notèrent leur hospitalité envers les marins et leur disparition soudaine après la découverte de 4 cadavres dans la lande. Les nations changeaient, les noms aussi, mais le motif restait le même. Des voyageurs, une famille pieuse, une maison isolée et la disparition. Les historiens modernes parleront d'un archétype. Pourtant, certains détails précis, les chants nocturnes, la formule « ceux qui jugent seront jugés » gravée sur la pierre, prouvent la continuité. Vers 1850, une rumeur remonta jusqu'à Paris. Un médecin américain, Caleb Arden Jr., ouvrait un cabinet rue de Lille. Il pratiquait des opérations expérimentales sur des indigents et affirmait avoir hérité du don de sa grand-mère Tempérance. Plusieurs patients moururent mystérieusement, mais les certificats furent signés de complaisance.
Un soir d'hiver, le voisin d'immeuble sentit une odeur de chair brûlée. Quand la police entra, l'appartement était vide. Seul restait un livre de comptes notant les noms des malades, leur profession et le mot final. Jugé. Après cet épisode, le nom Arden disparut à nouveau des registres français. Mais les disparitions, elles, se multiplièrent le long les routes reliant Lyon, Marseille et Gênes. En 1856, une caravane de marchands provençaux fut retrouvée anéantie dans la vallée de la Durance. Les chevaux intacts, les coffres pleins, les hommes évaporés. Dans une auberge voisine, un propriétaire affirma qu'un couple de voyageurs anglais avait séjourné là juste avant le drame. Ils parlaient peu, priaient souvent et partaient toujours à l'aube. Leurs papiers portaient un cachet américain. Cette période vit naître la légende du chemin des ombres, surnom donné à la route de la Durance, où, disait-on, la nuit, des voix priaient sous la terre. En 1862, un prêtre jésuite, le père de Latour, en mission en Algérie, rapportait dans ses lettres des faits similaires. Des familles européennes, installées sur les hauts plateaux, se livraient à des rituels de purification contre les colons impies et les indigènes. Il décrivait un réseau de tunnels sous une ferme tenue par un certain Josiah Harper, identique dans les moindres détails à la description des Hardin du Kentucky. Ces rapports furent saisis par l'armée et classés « affaires religieuses ». Quelques années plus tard, le père de Latour fut retrouvé pendu en sa cellule à Oran. Sur le mur, il avait écrit avec son propre sang « Le jugement continue ». À mesure que le siècle avançait, le culte prit d'autres noms. Frères de la vérité, fils du feu, compagnie du jugement. Toujours le même symbole, une croix inversée dans un cercle, parfois accompagnée des initiales MH ou TH. Les sociétés savantes de Londres et de Paris commencèrent à s'y intéresser. En 1879, la Société d'anthropologie publia un rapport intitulé « Les cultes de la frontière », comparant les crimes du Kentucky avec ceux observés en Europe. L'auteur, un certain docteur Charles Vaillon, petit-fils de l'enquêteur des Alpes, affirmait que le mouvement n'était pas simplement une légende, mais une lignée familiale, un réseau de survivants utilisant la religion comme façade. Il pensait que certains descendants avaient infiltré des institutions respectées, églises, hôpitaux, œuvres de charité. Il citait notamment un asile près de Toulouse, où plusieurs patients avaient disparu, et où la directrice se faisait appeler « Sœur Merci ». Personne n'osa vérifier. L'Europe préféra oublier. Mais les guerres, les migrations, les routes de commerce facilitèrent la dispersion du culte. En 1885, on en retrouve des traces à Shanghai, puis à Havre, à la Nouvelle-Orléans encore, comme un retour du même sang à sa source. Partout où l'ordre vacillait, les juges du feu apparaissaient. Et dans les sermons de ces fanatiques, traduits en plusieurs langues, on retrouvait la même phrase originelle. « Nous avons vu le ciel et l'enfer, et nous ne craignons plus ni l'un ni l'autre. » Ces mots, attribués à Ézéchiel Hardin lui-même, devinrent le credo des héritiers du sang. À la veille du XXe siècle, le mal s'était déjà métamorphosé en légende, mais certaines archives policières, en France, en Belgique, en Suisse, conservent encore la preuve qu'il n'avait jamais cessé de battre, discret, patient, tapi sous le masque de la piété. À la fin du XIXe siècle, alors que l'Europe s'industrialisait, les survivants du culte avaient compris que les bûchers et les croix ne suffiraient plus à masquer leurs crimes. Il leur fallait des laboratoires, des institutions, des blouses blanches au lieu de soutanes. Les mêmes familles qui jadis s'étaient fait passer pour des missionnaires ou des fermiers pieux devinrent médecins, psychiatres, officiers de santé. À Paris, à Vienne, à Genève, leurs descendants se mêlèrent aux savants de la modernité, parlant de science et d'hygiène tout en conservant dans leurs caves les rituels d'antan. On les appelait désormais les juges de l'ombre. En 1893, un interné de l'hôpital Sainte-Anne raconta qu'on l'avait emmené chaque nuit dans une salle souterraine où des médecins masqués récitaient des psaumes en latin avant d'ouvrir son crâne pour libérer le péché. Les journaux parlaient d'hallucinations, mais un jeune aliéniste, le docteur Émile Bravet, nota dans son carnet « Les descriptions coïncident avec celles du culte du jugement découvert autrefois en Amérique ». Il enquêta en secret, suivant la trace d'un confrère autrichien, le professeur Karl Harten, un nom trop proche de Harden pour n'être qu'un hasard.
À Vienne, Bravet découvrit que Harten dirigeait une clinique privée pour vétérans de guerre et qu'il y pratiquait des traitements de l'âme consistant à plonger les patients dans des états de transe avant de prononcer sur eux un verdict moral. Les survivants étaient déclarés purifiés, les autres disparaissaient, officiellement transférés vers d'autres établissements. Les registres de la clinique révélaient des dizaines de noms biffés d'un mot unique, juge. Bravet voulut avertir les autorités, mais en 1896, on retrouva son corps dans le Danube, la gorge tranchée. La presse parla de suicide. Peu après, le professeur Harten quitta Vienne pour s'installer à Zurich sous le nom de Karl Hardin, où il ouvrit un sanatorium dédié à la rédemption psychique. Son épouse, Marie-Thérèse, soignait les blessés avec des décoctions d'herbes rappelant étrangement les recettes de Tempérance Hardin. Dans le même temps, à Paris, un cercle mystique appelé les Frères de la Lumière Pure multipliait les conférences sur la médecine morale. Parmi ses membres figuraient plusieurs savants célèbres, un abbé et une femme d'une quarantaine d'années identifiés dans les registres sous le nom de sœur Mercy H. Personne ne savait d'où elle venait. On disait qu'elle parlait l'anglais avec un accent américain et qu'elle connaissait parfaitement l'anatomie humaine. En 1903, après une série de disparitions dans les quartiers pauvres du sud de Paris, la police fit une descente dans un hospice appartenant au cercle. Sous la chapelle, elle découvrit des couloirs murés, des cages métalliques et des tables d'opération couvertes de symboles religieux. Les rapports mentionnent 32 crânes alignés le long d'un mur, tous percés d'un trou circulaire parfaitement net. Mais l'affaire fut étouffée. Plusieurs hauts fonctionnaires faisaient partie du même réseau charitable. Les dossiers furent classés « affaires médicales ». Dès lors, le culte s'étendit sans entrave, se nourrissant du chaos des temps nouveaux. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, les juges de l'ombre trouvèrent leur terre promise, des millions d'âmes égarées, des hôpitaux de campagne, la mort omniprésente. Dans les tranchées, des infirmiers au regard fanatique parlaient d'épurer les impurs. Des soldats blessés racontaient qu'on les avait emmenés dans des postes sanitaires d'où personne ne revenait. À Verdun, en 1916, un officier britannique, Henry Maddox, nota dans son journal avoir découvert une caverne remplie de cadavres mutilés et au centre, un autel fait de casques et d'os. Sur la pierre, gravées, les lettres H.P. Toujours elle. Après la guerre, les survivants de ce réseau se dispersèrent. Certains rejoignirent les mouvements eugénistes, prêchant que la purification morale devait devenir purification biologique. D'autres fondèrent des institutions psychiatriques. À Lyon, le docteur Paul Harden dirigeait un centre pour traumatisés de guerre. Il publiait un ouvrage étrange, La sélection de l'âme, où il affirmait que la folie était une punition divine et que le médecin devait agir comme juge. Ses confrères accusèrent de mysticisme, mais il obtint des fonds importants de mécènes anglais liés à la Société de la Croix-Blanche. Derrière les façades respectables, on retrouvait toujours le même schéma. Prière avant les opérations, patients disparus, registre marqué d'un signe en forme de croix inversée. En 1922, un jeune journaliste du Petit Parisien, André Vallon, descendant du fameux enquêteur des Alpes, entreprit de rouvrir le dossier. Il parcourut la France, la Suisse, puis l'Allemagne, collectant des témoignages sur des médecins, des prêtres, des officiers qui semblaient appartenir à une même fraternité occulte. Il écrivit une série d'articles intitulés « Les héritiers du jugement », où il comparait les crimes des Harden du XVIIIe siècle à certaines pratiques contemporaines. 3 semaines après la parution de dernier article, il fut retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Berlin, le corps disposé en croix. Sur la table, une lettre signée d'un symbole HP. Les autorités allemandes classèrent l'affaire comme suicide rituel. Sa fiancée affirma pourtant avoir vu la veille 2 hommes en uniforme de médecin quitter l'hôtel. Dans les années 1930, alors que l'Europe sombrait dans la ferveur totalitaire, les juges de l'ombre se confondirent avec les idéologies nouvelles. Le langage de la foi céda la place à lui de la science, mais l'idée resta la même. Purifier le monde, juger les faibles. Des documents retrouvés après 1945 montrent que plusieurs membres du culte collaborèrent avec des programmes secrets sur l'euthanasie et la stérilisation. Un d'entre eux, identifié comme Karl Hardin, dirigeait un laboratoire à Munich. D'autres s'exilèrent vers l'Amérique du Sud, fondant des cliniques dans les montagnes du Chili ou de l'Argentine, où ils poursuivirent leurs expériences. Dans une lettre datée de 1947, un missionnaire français en Patagonie écrit « J'ai vu une croix inversée gravée sur la porte d'un dispensaire tenu par des Allemands. Il disait purifier les malades avant la guérison. » Tout semblait bouclé, mais dans les années 1950, alors que le monde se reconstruisait, des rumeurs réapparurent en France.
Dans un village du Massif central, des habitants parlaient d'un médecin étranger, grand, les yeux d'un bleu perçant, qui prêchait la discipline morale et soignait gratuitement les pauvres. Il s'appelait Ézéchiel Martin, anagramme à peine voilé. Un jour, la maison du docteur brûla entièrement. Sous les décombres, on découvrit une cave dallée, des instruments chirurgicaux et un livre de cuir noir, contenant une seule phrase « Le jugement n'a pas de fin ». Dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, le monde croyait avoir enterré les monstres nés de la folie idéologique et des fanatismes religieux. Mais dans les marges de la reconstruction, là où les ruines abritaient encore les ombres, un autre héritage germait, invisible et patient. Les rares survivants des anciennes lignées Hardin, Harper-Harten, s'étaient fondus dans les flux migratoires, changeant de nom et de langue, passant de l'Europe en flammes au nouveau continent du progrès. Dans les ports du Havre et de Marseille, on vit apparaître parmi les réfugiés anonymes des familles entières de médecins et d'infirmières portant autour du cou un médaillon discret en forme de croix barrée. En 1952, un cargo en provenance d'Argentine débarqua à Bordeaux une caisse contenant des instruments chirurgicaux marqués d'un symbole inconnu, un cercle traversé d'une épée. La douane nota la mention « Société du jugement universel ». L'affaire fut classée après l'intervention d'un certain docteur Karl M. Harden, représentant d'une fondation sanitaire privée. Peu à peu, sous des appellations modernes, l'ancien culte se redéploya dans les structures nouvelles du monde d'après-guerre. Associations humanitaires, cliniques psychiatriques, instituts de recherche. Leur credo se dissimulait derrière des mots rationnels. Sélection génétique, purification comportementale, amélioration morale, mais dans les caves de laboratoire, les mêmes rituels se poursuivaient, adaptés au langage du siècle. À Lyon, à Rome, à Montréal, à Dakar, de jeunes praticiens formés par la fondation Hardin-Harten prêchaient une médecine de la rédemption, où chaque patient devait confesser ses fautes avant d'être guéri. Dans les années 1960, le vent de liberté soufflant sur l'Occident favorisa la naissance de communautés spirituelles mêlant mystique et psychologie. Certaines d'entre elles, financées par des bienfaiteurs anonymes, portaient des noms empruntés à l'écriture: les enfants de la flamme, les juges du matin, la lumière du sang. Officiellement, il s'agissait de groupes de méditation. En réalité, leurs retraites étaient des tribunaux secrets où l'on soumettait les fidèles à des séances d'hypnose et d'aveux forcés. Les rares rescapés raconteurs des messes inversées, des expériences de privation sensorielle, des jugements collectifs aboutissant à la libération du pécheur, euphémisme pour exécution. En 1968, à Montréal, la police découvrit dans un sous-sol de l'université McGill une salle scellée contenant des croix, des appareils d'électrochoc et un manuscrit intitulé « Manual of Purification », signé Dr M.T. Hardin. Le scandale fut étouffé par les autorités universitaires invoquant la sécurité nationale. C'est dans ces années-là que le culte atteignit la France moderne. Dans la région de Toulouse, une clinique psychiatrique dirigée par le professeur Léo Harden prétendait soigner les traumatismes de guerre par une thérapie de confrontation morale. Les patients y passaient des nuits entières attachés à des lits, tandis que des voix enregistreuses récitaient les psaumes du jugement. Plusieurs disparurent, le professeur fut accusé puis blanchi. Le dossier porte à la mention « Expérience comportementale expérimentale ». Pendant ce temps, le monde changeait. La télévision, les voyages, la science rapprochaient les peuples, mais le culte, lui, profitait de cette ouverture pour se mondialiser. En 1973, à Lagos, un chirurgien français nommé Josias Marten fut arrêté après la mort suspecte de 6 malades. Dans sa chambre, on trouva un hôtel portable, une Bible américaine de 1794 et une lettre signée « Sœur Merci ». En 1977, en Corse, un groupe hippie se réclamant de la « vraie lumière » s'installa dans un ancien couvent. Il parlait d'un Dieu purificateur venu d'outre-mer. Lorsqu'un incendie détruisit les lieux, on retrouva sous les pierres un tunnel menant à une salle circulaire où brûlait encore un feu sacré. Sur le mur, gravé au couteau, « Jugement éternel, génération après génération ». Ce même été, une série de meurtres secoua la France. 17 autostoppeurs disparurent sur les routes du sud-ouest. La presse évoqua un tueur isolé. Mais un enquêteur marseillais, Jules Vallon, remarqua que les points de disparition formaient sur la carte un symbole exact, une croix inversée dans un cercle. En suivant cette piste, il remonta jusqu'à un domaine agricole près d'Albi où vivaient une douzaine de personnes menées par un certain docteur Karl Étienne Hardin, descendant direct d'une branche américaine oubliée.
La nuit du 3 septembre 1978, la gendarmerie encercla la propriété. Les habitants chantaient. Quand les forces entrèrent, la maison explosa, réduite en cendres comme jadis la seule du Kentucky. On ne retrouva aucun corps identifiable. Seul subsistait au centre du cratère une plaque de cuivre gravée « Le jugement n'a pas de fin ». Après cette tragédie, la rumeur voulut que le culte se soit dissous. Mais les archives internes de la gendarmerie montrent qu'au cours des années 1980, plusieurs incidents étranges se produisirent dans différents pays. À Genève, des enfants disparus dans un orphelinat géré par la fondation Harper Arden. À Nairobi, un laboratoire clandestin pratiquant des tests d'isolement sensoriel. À Kyoto, un institut de spiritualité fondé par une Madame Temperance, prêchant la fusion de la foi et de la biologie. Les diplomates appelaient cela des coïncidences culturelles. Pourtant, les symboles se répétaient. En 1987, lors de la découverte d'anciens dossiers dans un tribunal du Kentucky, les chercheurs comprirent que chaque résurgence coïncidait avec une période de crise morale mondiale. Guerre, épidémie, révolution. Le culte renaissait à chaque fracture de la civilisation, se nourrissant du désordre pour rappeler son ancien credo. Juger les impurs avant qu'ils ne corrompent le monde. L'un des historiens, le professeur René Vallon, dernier héritier de la lignée d'enquêteurs, nota « Le jugement ne s'est jamais éteint. Il change de masque selon le siècle. Aujourd'hui, il porte la blouse blanche. Demain, peut-être, il portera l'habit digital. » Dans les sous-sols d'un musée de Paris, il conserva les derniers objets du culte, un livre noir, une croix inversée, un pendentif d'argent. Il écrivit sur la première page « Si vous lisez ceci, sachez que les fils du jugement vivent encore. » À la fin du XXe siècle, alors que les nations célébraient la victoire de la raison, de la technologie et des droits humains, le monde croyait enfin s'être délivré de ses ténèbres ancestrales. Mais les ténèbres, comme toujours, s'adaptent. Le jugement, cette vieille folie venue du fond des siècles, avait changé de visage. Désormais, il se cachait derrière des écrans, des instituts, des programmes de recherche et des fondations au nom inoffensif. En 1993, un jeune historien américain, Matthew Vallon, descendant lointain du constable Jacob Winters par une branche émigrée, entreprit une thèse sur les cultes messianiques de la frontière. En consultant les archives déclassifiées du Kentucky, il découvrit des lettres signées M. Arden, datées de 1879, adressées à un certain frère européen installé à Lyon. Ces lettres contenaient des formules identiques à celles retrouvées un siècle plus tard dans des manuels psychiatriques français. Intrigué, Vallon poursuivit son enquête, traversant l'Atlantique, pour explorer les archives de la police française. Là, il trouva un dossier oublié, classé sous le nom « Juge du Feu » 1978 Albi, scellé par le ministère de l'Intérieur. En le consultant, il remarqua que plusieurs objets récupérés sur les lieux de l'explosion portaient des empreintes génétiques identiques à celles d'un médecin toujours en activité, le docteur Charles Arden, directeur d'un centre de recherche sur le comportement humain à Genève. Ce dernier affirma être un simple homonyme. Pourtant, les symboles gravés dans le hall de son institut, un cercle traversé d'une épée, rappelaient étrangement ceux des anciens juges. Vallon tenta d'obtenir une entrevue, mais on lui refusa l'accès. Peu après, il reçut un message électronique anonyme. « Nous avons attendu ton retour. Le jugement te choisira. » 3 jours plus tard, son appartement parisien fut retrouvé vide. Sur son bureau, un dossier ouvert contenait la photo d'un homme d'une 50aine d'années, yeux bleus, visage calme, sous laquelle figurait une note manuscrite « Dr Ézéchiel Arden Martin, né à Buenos Aires en 1949, directeur de la Fondation pour la pureté mentale. » À partir de là, les témoignages se succèdent et se contredisent. Certains affirment que Vallon aurait été enlevé et interné dans un hôpital suisse, d'autres qu'il aurait rejoint la secte. Les autorités parlèrent d'un suicide. Mais en 2001, un journaliste d'investigation du Monde, Lucien Bravet, reçut un paquet anonyme contenant des carnets, des photos et un disque dur. Parmi les documents figurait un enregistrement audio où une voix masculine, calme, récitait en anglais « Ceux qui jugent seront jugés ». On y entendait ensuite une respiration haletante et un claquement de métal. L'analyse confirma que la voix appartenait à Matthew Vallon. Sur les photographies jointes, on distinguait un complexe souterrain, des lits d'hôpital, des croix lumineuses, des patients attachés. Les métadonnées révélaient que les clichés avaient été pris en 1999 dans un ancien sanatorium près de Lugano en Suisse. L'institut avait fermé un mois après, officiellement pour raisons financières.
En 2003, le journaliste d'investigation Bravet disparut à son tour, laissant derrière lui un manuscrit inachevé intitulé « Le jugement du XXIe siècle ». On y lisait « Le culte s'est fondu dans la science. Il parle désormais de purification neuronale, de correction morale. Les laboratoires privés prolongent l'œuvre commencée il y a 2 siècles dans une ferme du Kentucky. Le jugement n'est plus religieux, il est algorithmique. » Cette phrase, jugée délirante à l'époque, prend aujourd'hui un sens nouveau. À mesure que le monde est devenu numérique, les héritiers du jugement ont compris qu'ils n'avaient plus besoin de chaînes, ni de grottes, ni de couteaux. Leurs tribunaux sont invisibles, leurs sentences automatiques. Dans les années 2010, plusieurs sociétés de recherche en intelligence comportementale furent fondées par des descendants de la lignée Arden-Martin. L'une d'elles, Arpax Systems, développa des algorithmes destinés à évaluer la moralité des individus à partir de leurs données. Officiellement, il s'agissait d'un outil de prévention criminelle. En réalité, il reproduisait le rituel d'évaluation inventé par Ezekiel Arden en 1798. Analyser les paroles, juger la pureté, condamner. Certains employés racontèrent qu'avant chaque test, les cadres de la société récitaient une prière en anglais ancien, évoquant « le feu qui purifie ». L'entreprise fut dissoute après un scandale lié à la mort d'un participant, mais plusieurs de ses dirigeants créèrent aussitôt une nouvelle structure plus discrète. Depuis, on parle d'un réseau global de cliniques, d'écoles et de centres de formation portant des noms anodins, The Mercy Foundation, Cole Institute, Ezekiel Group. Leurs sites web disparaissent et réapparaissent sous d'autres adresses. Chaque fois qu'un chercheur ou un journaliste s'en approche trop, il reçoit un message « Le jugement te voit ». En 2009, une équipe documentaire française tenta de retrouver les traces du sanatorium de Lugano. Les enregistrements montrent un tunnel partiellement effondré et sur la pierre, les initiales H et P gravées à la main. Puis, la caméra tremble et la vidéo s'interrompt brusquement. Aucun membre de l'équipe ne reparut. Aujourd'hui encore, certains croient que les Hardin n'en furent qu'un épisode isolé, une folie du passé. D'autres pensent que le jugement n'a jamais cessé, qu'il s'est adapté aux formes modernes du pouvoir, le contrôle, la santé, la morale numérique. Les archives retrouvées en 2024 dans une cave du Muséum d'histoire naturelle de Paris contiennent un livre noir, sans titre, écrit en plusieurs langues. La dernière page porte une seule phrase, gravée dans le cuir « Nous avons vu le ciel et l'enfer, et nous ne craignons plus ni l'un ni l'autre ». Certains croient y reconnaître l'écriture d'un homme disparu depuis longtemps, Ezekiel Arden. D'autres affirment qu'il s'agit d'une reproduction, mais lorsque les experts ouvrirent le volume, ils trouvèrent, insérée entre 2 pages, une photographie récente montrant un homme vêtu de blanc, le regard tourné vers la caméra, et sous l'image, cette inscription « Dr Ezekiel Arden, Genève, 2023 ». On ignore qui a déposé le livre. Le soir même, la pièce où il était conservé prit feu, sans cause apparente. Le manuscrit fut partiellement détruit. Il ne reste que la couverture et une cendre noire, où les lettres H et P sont encore visibles. Certains disent que l'histoire des Hardin n'avait pas été un avertissement, mais une prophétie, que chaque époque enfante ses juges, convaincus d'agir au nom du bien, et que l'humanité, fascinée par la pureté, ne cessera jamais de reconstruire la même ferme, le même temple et la même cave. D'autres pensent que, quelque part, un dernier descendant vit encore, portant en lui la mémoire de 2 siècles de feu et de sang, attendant seulement que le monde perde à nouveau la raison pour juger ses semblables, car le jugement comme le mal n'a pas de fin. Il change seulement de visage.